Bien, bonjour les secondes, je vous accueille aujourd'hui encore une fois avec un morceau de musique de la Renaissance italienne pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance et puis vous ouvrir un petit peu à d'autres influences parce que j'imagine que le matin quand vous vous lavez les dents, eh bien vous écoutez pas souvent des morceaux de musique italienne de la Renaissance. Voilà, donc vous pourrez dire au moins une fois dans votre vie que vous avez écouté un morceau de musique de la Renaissance. Bien, alors nous revenons nous sur notre cours justement sur la Renaissance et vous retrouvez cette œuvre que nous avons largement étudiée lors de la précédente séance, hein, donc le plafond de la chapelle Sixtine à Rome, qui a été peint par l'artiste italien Michel-Ange entre 1508 et 1512. Et donc, aujourd'hui, en guise d'introduction, je vais vous demander de me faire un petit travail que vous me renverrez sur Pronote. Donc, à l'aide de ce document, donc, que l'on a déjà vu, complété par celui-ci, puis avec ce texte qui décrit l'utilisation de l'anatomie par Michel-Ange, eh bien, je vous demande de répondre à la question problématisée suivante. En quoi la voûte de la chapelle Sixtine, peinte entre 1508 et 1512, est-elle un chef-d'œuvre caractéristique de la Renaissance, en ce sens qu'il s'agit d'une peinture religieuse, donc ça sera votre première partie, qui s'inspire de l'Antiquité, ce sera votre deuxième partie, et qui met l'homme au cœur de son œuvre, ce sera votre troisième partie. Car dans une question problématisée en première, épreuve que vous aurez à passer pour le bac, si un jour on passe le bac, avec le Covid c'est remis tous les ans, depuis 2 ans bientôt, eh bien le plan vous est annoncé dans la consigne. Donc ici, la première partie c'est la peinture religieuse, la deuxième partie qui s'inspire de l'Antiquité, la troisième partie qui met l'homme au cœur de son œuvre. Euh, pour ce qui est d'une question problématisée, je vous mets sur Pronote la méthodologie de celle-ci. Je vous ai dit que ça ressemble un petit peu à ce que vous faisiez en troisième, le développement construit. Malheureusement, encore une fois, avec le confinement dû au Covid en 2020, eh bien, vous avez certainement pas dû en faire beaucoup de développement construit, mais peut-être un ou deux néanmoins, parce que normalement, vous auriez dû en avoir un au moins pour l'épreuve de brevet. Et donc, vous le savez qu'un développement construit, ça commence avec une courte introduction, un développement, d'où le terme de développement construit, puis une conclusion. Eh bien, la question problématisée, c'est un peu le même principe, sauf qu'il faut une introduction un peu plus longue, un développement un peu plus long aussi, et une conclusion un petit peu plus longue également. Donc, je vous ai mis une méthodologie qu'il faut regarder pour savoir ce qu'il faut mettre dans l'introduction. Bon, le développement, bah, vous allez vous servir tout simplement de ce qu'on a fait lors du cours précédent, hein, donc les éléments de réponse que l'on a déjà donnés. Alors, on ne les a pas rédigés. Vous, essentiellement, c'est une rédaction que vous allez devoir faire, hein. Vous me faites ça sur une feuille, vous la prenez en photo, ou vous me l'envoyez sur un fichier, OpenOffice, Word, PDF, ce que vous voulez, sur Pronote ou sur WhatsApp, pour que je puisse vérifier que vous l'ayez fait et éventuellement vous donner quelques conseils collectifs. Donc vous me ferez ça eh bien, pour la prochaine séance, c'est-à-dire jeudi ou vendredi. Je vérifierai sur le cahier de texte sur Pronote. Donc nous allons dans le cours aujourd'hui revoir certains éléments qui sont caractéristiques de l'art de la Renaissance, éléments que l'on a pu étudier à travers cette œuvre de Michel-Ange et qu'on va retrouver chez beaucoup d'artistes de la Renaissance, hein, donc notamment eh bien, le fait que on développe encore pas mal les peintures religieuses, hein, les peintures d'inspiration religieuse restent dominantes, mais qu'il y a de plus en plus de peintures qui s'inspirent de l'Antiquité, chose qu'on vient de voir avec le plafond de la chapelle Sixtine, et que ces œuvres mettent l'homme au cœur de celle-ci, comme on peut le voir par exemple avec la création d'Adam par Dieu, toujours dans l'œuvre de Michel-Ange. Alors, avec la Renaissance, comme je viens de vous le dire, il y a une place centrale qui est donnée à l'homme, et cette place centrale qui est donnée à l'homme va aboutir à ce qu'on va appeler l'essor de l'art du portrait. Alors l'art du portrait, bah, si vous voulez, c'est l'ancêtre de la photo, hein, puisque à l'époque la photographie n'existait pas, bien évidemment. Eh bien, les riches personnages de la Renaissance commandaient aux meilleurs artistes, aux meilleurs peintres,
des portraits, histoire eh bien d'avoir un souvenir. Ici, par exemple, on a des riches personnages qui s'appellent les Arnolfini, qui ont commandé au XVe siècle, hein, vers 1434, un portrait donc de leur couple. On voit l'épouse qui est enceinte. Vous voyez ici le souci vraiment du détail, la qualité du drapé, de la robe de la femme comme de la tenue du mari. Vous voyez le détail du parquet, du chien, du chandelier. Donc il y a vraiment un grand souci du détail, l'expression des visages. Et puis vous allez voir que le souci est tellement poussé que lorsque l'on zoome sur le petit miroir, eh bien on voit représentés de dos les deux personnages avec ici, eh bien, qui est ce personnage? Eh bien, ici, c'est le peintre Van Eyck, donc un peintre flamand, donc c'est-à-dire hollandais aujourd'hui, qui s'est représenté lui-même dans l'œuvre. Et on voit également que c'est une œuvre qui paraît pourtant profane, puisque c'est un portrait d'un couple, mais cette œuvre est également marquée par la religion, puisque ici, vous avez les scènes de la Passion du Christ. La Passion du Christ, c'est les différentes scènes qui ont marqué la journée où le Christ a fini crucifié, le moment où il a dû porter sa croix, où il a été cloué sur la croix, puis que la croix qu'il a été redressé sur la croix. On appelle ça la Passion du Christ. Donc on voit que c'est une scène à la fois profane, hein, un portrait, mais aussi une scène qui est marquée par la religion, ce qui caractérise l'art du Moyen Âge. Cet essor du portrait se retrouve bien évidemment avec cette œuvre, hein, la Joconde, hein, cette œuvre si célèbre, ce tableau qui coûte si cher et pourtant qui est si petit, hein, 50 cm sur 80 cm. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au musée du Louvre à Paris, mais c'est un tout petit tableau, hein, qui est assez surprenant. Donc on ne connaît pas exactement les dates de la réalisation de cette œuvre. On sait par contre que le commanditaire, c'est Francesco del Giocondo, donc un riche florentin, et qu'il a commandé cette œuvre à Léonard de Vinci, et que c'est son épouse, la Joconde, qui est représentée. Euh, Autre portrait, un tableau qui a été peint par Ghirlandaio et qui représente un vieillard avec un nez un peu vérolé, hein, comme vous pouvez le voir. Vraiment, c'est un type d'œuvre, le portrait qui se développe pendant la Renaissance. Vous remarquez également la volonté de, de représenter avec précision, hein, le corps humain. On voit justement bah, ce nez, hein, qui est un peu difforme, qui est marqué par la maladie. Mais regardez un peu l'expression du regard du jeune enfant, hein, dans les bras de ce vieillard, qui est peut-être son grand-père. De même, regardez l'expressivité, hein, de ce visage de la Joconde, hein, qui est si mystérieux. Et on sait que quel que soit l'endroit où on se place dans la pièce, on a toujours l'impression qu'il nous regarde. Euh, cette expressivité, elle se retrouve également dans la statuaire, dans la sculpture, hein. On voit l'expressivité de la Vierge qui tient dans ses mains le corps de Jésus. Cette sculpture qui a été réalisée par Michel-Ange, hein, que l'on trouve dans la basilique Saint-Pierre, sculpture qui a été réalisée en marbre. De même, on voit l'expressivité et la recherche de la beauté, de la perfection du corps humain qui se retrouve dans cette œuvre de Botticelli, La naissance de Vénus, si on se- ou la naissance d'Aphrodite, hein, c'est la même, la déesse de la beauté chez les Romains comme chez les Grecs. Et on voit également d'ailleurs l'influence de la mythologie, hein, puisque Aphrodite comme Vénus sont des déesses de l'Antiquité gréco-romaine pour justement représenter avec précision le corps humain, eh bien, les artistes de la Renaissance vont s'inspirer de dissections, hein, vous le verrez dans le texte sur Michel-Ange sur lequel vous devez travailler pour la question problématisée que Michel-Ange a réalisé des dissections. Vous voyez également que Léonard de Vinci, on en avait déjà parlé, a réalisé des croquis anatomiques du corps humain. Donc tout cela à la fois dans une volonté scientifique de mieux connaître le corps humain, mais également d'une volonté de pouvoir mieux le représenter. Donc ici, on voit les tendons, les nerfs, les muscles qui sont représentés au niveau du bras, au niveau du pied, on voit les os, etc.
au niveau du coût aussi. Euh, Ensuite, donc la mythologie, je vous en ai déjà parlé, l'influence de la mythologie euh, et qui est donc une inspiration de l'Antiquité, la mythologie. Donc la mythologie, on peut le retrouver dans des émaux qui ont été réalisés par des artistes de la Renaissance comme Pierre Courtet, par exemple, qui a représenté un certain nombre de dieux de l'Antiquité gréco-romaine. Ici, c'est Jupiter, mais il y a d'autres œuvres où il représente Apollon, Saturne, Mercure, Mars, Hercule. C'est une œuvre qu'on trouve ici au Château des Coins, dans le musée de la Renaissance, justement. Cette inspiration de l'Antiquité, eh bien, elle se retrouve dans des œuvres réalisées encore une fois par Michel-Ange, bien par exemple ce David, hein, cette célèbre sculpture qu'on trouve dans la galerie de l'Académie à Florence, qui fait plus de 4 mètres de haut, donc c'est une œuvre colossale en marbre. Eh bien, elle s'inspire directement d'une statue qui a été redécouverte au XVe siècle, justement, à Rome, qui s'appelle le torse du Belvédère, et qui était entré dans les collections du pape, hein, donc les collections vaticanes, et qui est une statue antique qui a été beaucoup admirée par les artistes de la Renaissance et qui s'en sont inspirés donc pour la réalisation de leurs œuvres. Donc on voit encore une fois l'inspiration de l'Antiquité, notamment dans les techniques. Euh, Cette inspiration de l'Antiquité, vous vous en souvenez, on l'avait vu notamment dans l'école d'Athènes, hein, je n'y reviens pas. Alors, on ne se contente pas hein, d'imiter l'Antiquité, hein, comme on peut le voir si je reviens sur l'école d'Athènes, hein, vous le savez, hein. On réutilise aussi des techniques et des motifs pour créer des œuvres originales qui sont propres à ce courant qu'on appelle la Renaissance. Ce ne sont donc pas de simples copies de l'Antiquité. Euh, alors, je vous ai dit, si l'homme il est au centre des considérations, hein, si l'art du portrait se développe, si on développe l'expression des sentiments dans une visée humaniste, et bien la place de Dieu n'est pas pour autant laissée de côté, hein, et les thèmes religieux restent encore extrêmement dominants. Ici, par exemple, vous avez la Vierge au chancelier Rollin, au chancelier Rollin, hein, donc la Vierge Marie est présente, évidemment. Mais cette œuvre, si je vous la montre, c'est outre pour le phénomène religieux qui est présent, c'est aussi pour vous montrer les premiers progrès techniques qui sont réalisés et notamment l'invention de ce qu'on appelle la peinture à l'huile, comme il est indiqué ici sur ce tableau. On peint à l'huile, ce qui permet de mettre davantage en évidence la lumière, hein. Les tableaux vont être plus lumineux, les couleurs vont être plus majestueuses, vont permettre de faire ressortir les détails. Et puis on va également se mettre à utiliser de plus en plus des toiles. Là, vous voyez par exemple qu'ici on peint sur un panneau de chêne. De très nombreuses œuvres étaient peintes sur des supports en bois ou en chêne. Par exemple, si vous prenez la Joconde, eh bien la Joconde, elle est peinte sur un panneau en bois de peuplier. Donc vous voyez, panneau en bois de peuplier, panneau en bois de chêne, eh bien c'est avec la Renaissance que l'on va commencer à peindre sur des toiles, donc pour avoir des supports plus modernes et plus pratiques. Ça va être l'invention des toiles. Alors l'invention de la peinture à l'huile, elle a lieu par contre aux Pays-Bas hein, actuels, ce qu'on appelait les Flandres à l'époque. C'est pour ça que par exemple cet auteur, Jan van Eyck, est un peintre hollandais, et c'est pour ça qu'il peint à l'huile. Si on voit cette œuvre également, c'est pour voir que de la même façon on l'avait vu dans l'école d'Athènes, eh bien, vont être utilisées de nouvelles techniques comme l'utilisation de la symétrie, hein, l'œuvre est totalement partagée comme l'école d'Athènes, et puis surtout vont être utilisées les techniques pour donner de la profondeur, hein, c'est l'utilisation d'un point de fuite ici qui converge vers le centre de l'œuvre, et par-delà, eh bien, en créant un point de fuite, ça donne davantage de réalisme et ça donne une œuvre en 3 dimensions, alors que sans le point de fuite, on aurait une œuvre en 2 dimensions. On y reviendra tout à l'heure.